Raconter son histoire devant des inconnus, c'est prendre un risque. Prendre le risque d'être intime en public, de livrer une voix à ce que l'on ne dit pas, ou pas comme ça. Comme ça, c'est-à-dire comme ça nous vient, comme ça nous dévoile. Alors qu'on nous a trop souvent appris à rester cachés dans l'ombre d'une éducation, bâillonnés par le silence des conventions, dissimulés sous l'habit de la politesse. Ce soir, ils sont 5, ils et elles sont 5, à prendre le risque de se dire, à mettre des mots sur l'indicible qui trop souvent se cache au cœur de nos familles, à mettre des mots et à rendre visible l'invisible de nos souvenirs enfouis, de nos secrets cachés, de nos tabous. Et je voudrais leur dire à chacune, à chacun, combien leur courage me touche. Car je les ai vus hésiter, douter, vaciller. Et je les ai regardés pas à pas avancer. Non pas chercher à se résoudre, à résoudre le mystère du pourquoi je suis née dans cette famille, mais plutôt se résoudre à prendre la parole quand même. Et je crois que c'est ce qui nous pousse au sein de l'équipe d'Orature à ouvrir cet espace pour que la parole puisse se dire quand même, malgré les intimidations, malgré les condamnations, les injonctions au silence, les tabous, les hontes. Parce que chacune de ces histoires mérite de résonner au cœur de nos familles et au cœur de notre grande famille d'humanité. Alors la première, Brigitte est venue me voir à la sortie de la dernière édition d'Orature et j'ai senti combien l'appel à dire était vibrant. C'était un élan vital. Car Brigitte sait, au plus profond d'elle-même, que le retour à la vie a quelque chose à voir avec rompre le silence. Je suis double. Je suis miroir. Tu es moi, je suis toi. Je te parle dans le placenta. Je mange ta nourriture. Je te touche. Je sens ta chaleur. Je t'observe. Je suis bien dans notre bulle, en sécurité. Ça fait 8 mois déjà que nous dansons ensemble la même mélodie. Raccord. Nous sommes une pour 2 corps. Nous flottons, nous sentons légères, comme une plume insouciante. Nous nous regardons, nous nous sourions. Nos cœurs sont en fusion. Je n'ai pas envie de naître. Je n'ai pas envie d'être séparée de toi, de notre cocon, tout doux, tout chaud. Ça y est, nous sommes nés. C'est le 25 octobre 1966. Géraldine, tu nais la première, à 15h. Moi, la deuxième, à 15h30. L'heure du goûter, je suis gourmande. Je suis l'aînée, parce que chez les jumeaux, c'est l'inverse. Le monde s'ouvre devant nous, ensemble, à 2. « 25 octobre 1986.
C'est notre anniversaire. Nous avons 20 ans, l'âge des possibles, l'âge des promesses, l'âge des premiers amours. Nos amoureux, Hervé, Philippe, nous ont préparé une surprise. Géraldine, tu es dans la cuisine, adossée au mur. On est prête à partir. J'ai envie de te serrer fort, fort dans mes bras. Comme si c'était la dernière fois. Et tu me susurres à l'oreille. Je t'aime fort, petite sœur. Nous voilà partis, tous les 4, avec 2 voitures. Ma sœur est devant. Je les regarde de loin. Elle discute. Elle fait des grands gestes. À un moment donné, elle fait un bisou sur la joue de Philippe. Et puis, elle pose délicatement sa tête sur son épaule. Une voiture percute de plein fouet la voiture de ma sœur. Choc. Violent, brutal, violence abyssale. La voiture est coupée en 2. Elle prend feu sous mes yeux. Nous avons juste le temps d'esquiver. Je cours, je sors. J'espère. Je veux mourir. Je veux mourir avec elle. Sous les flammes. Hervé m'empêche. Tout se fige. L'indicible. Plus de mots. Le chaos. Mon corps n'est plus qu'un coquille vide. Je suis en vie. Elle ne l'est plus. Le nous est mort. J'ai 40 ans. Je tombe malade. Cancer du sein. Cette émotion bloquée depuis 20 ans. L'histoire nous racontait. Tué. Identité figée, réduite à 1. Je vis pour 2. Pourtant, je me sens invisible. Géraldine, tu es dans ma chair, dans mon ventre. La maladie me soigne. Je ralentis. J'apprends le une. J'apprends le je. J'apprends à dire je. J'apprends à m'aimer un peu. J'apprends l'amour de soi pour mon fils, Théo. Il va avoir 25 ans. Petit à petit, je renoue les liens brisés, fracassés avec ma famille, avec ma sœur aînée, Virginie. Je renais tout doucement. Géraldine, tu me donnes la force d'être là ce soir devant vous. Je peux enfin m'adresser à toi. Dire ce que je n'ai pas pu dire, tous les mots que je n'ai pas pu te dire le jour de la cérémonie. Géraldine, combien j'aimais être avec toi.
discuter des heures sur la vie, le sens de la vie, l'amour, nos amours, refaire le monde. Géraldine, tu étais profondément humaniste, tu aimais les gens sans jugement. Tu étais joyeuse, douce, on cherchait souvent ta compagnie. Te rappelles-tu la fois où je me suis levée à ta place, on était en CM2, parce que tu n'avais pas répété ta récitation de poésie. L'instituteur, il n'a rien vu. Toute la classe pouffait de rire. Tu te rappelles aussi? Bon, on n'était pas toujours très sages, hein, je l'avoue. À 14 ans à peine, on partait en cachette, allait danser en discothèque et on revenait en autostop. Les parents, ils n'ont rien vu non plus. Que d'amoureux et conduits. Tu étais une amoureuse passionnée. Tu écrivais des poèmes enflammés. J'ai vraiment tellement de beaux souvenirs dans mon cœur. Je renoue. Je l'ai déjà dit ça avec ma famille. Je ne sais plus. Je l'ai déjà dit. Ce n'est pas un hasard si ce soir je suis là, avec cette rencontre orature. Je porte ma voix, je prends la parole. Je prends ma place dans le monde des vivants. Je laisse de la place aussi. J'accouche d'un beau bébé. Un nouveau bout de chair apparaît. Il est unique. Il est fantastique. Il s'appelle Brigitte. Ce soir, je suis très émue de pouvoir te rendre hommage, Géraldine. Je te rends ta liberté. Je reprends la mienne. Ce soir, c'est fermer une porte pour pouvoir ouvrir un nouveau chapitre de ma vie. Celui de l'écriture, de la poésie, de la résilience, du rire, de l'amour. Oui, aimer. Aimer intensément, mais pas pour deux. Juste pour moi cette fois-ci, pour moi. Je ne peux pas sauver la terre entière. Me sauver d'abord. Ne plus remplir ton absence, 38 ans déjà. Me remplir, moi, de Brigitte. Aimer profondément les gens pour ce qu'ils le sont. Alors, je vous invite à rendre hommage à Géraldine, à moi, à ma famille, ma sœur, mon frère, mon père, ma mère, à vous, et à toutes les personnes qui ont besoin de renouer avec la joie, célébrer la vie. Je vous invite à danser et chanter avec moi. Une chanson qu'on adorait, toutes les deux. La deuxième porteuse d'histoire ce soir s'appelle Nina. Nina est une femme debout. Une femme qui se bat contre la répétition de l'histoire. Une femme inscrite dans une lignée de femmes entravées. Et si pour conquérir l'émancipation, il fallait oser raconter ce qui, à travers les âges,
à travers les kilomètres de distance, menace de se répéter, de se reproduire. Nina est une femme qui nous invite à se libérer de ce qui s'écrit malgré nous et voudrait nous réduire au silence de l'histoire. Moi, j'avais 8 ans quand ma mère est partie. Alors, partie, c'est le mot que j'emploie encore maintenant. C'est peut-être le mot qu'on nous a dit à mes frères et moi quand ma mère est allée s'installer à 500 km de là, l'été 1987. En fait, mes parents, ils divorçaient. Alors, je sais pas si c'est parce que ce mot ne faisait pas partie de mon vocabulaire ou si c'est parce que personne l'a prononcé, mais en tout cas, c'est quelque chose que j'ai compris quelques années plus tard. C'était un divorce taiseux, comme on sait les faire dans les années 80. En fait, ce départ, quand même, a laissé chez moi... c'était une sortie du jardin d'Éden. D'un coup, la vie s'est fait plus pesante. J'étais l'aînée, il fallait que je m'occupe de mes frères. Mon père travaillait beaucoup. Et il y avait cette espèce de tristesse diffuse où il n'y avait pas d'oreille pour l'écouler. J'avais donc un père présent et une mère loin, tant physiquement qu'affectivement. On voyait ma mère, on la voyait pendant les vacances principalement, de ce dont je me souviens, une semaine. On faisait des activités avec elle, elle nous posait des questions, mais on n'arrivait pas, il n'y avait pas de lien de complicité. Elle restait loin. Peut-être on sentait qu'elle n'était pas très fiable. À l'adolescence, c'est le conflit avec elle qui a ponctué notre relation. Conflit d'abord parce que je lui ai demandé qu'elle paye une pension à mon père. Et puis, je crois un conflit principalement à plusieurs moments parce qu'on ne se comprenait pas. J'avais l'impression qu'elle me comprenait pas. Dans comprendre et y apprendre avec. J'avais l'impression qu'elle ne me prenait pas avec ce que j'étais, qu'elle projetait quelque chose de notre relation auquel il fallait correspondre. Ça m'a posé beaucoup de questions. Donc, je suis allée chez beaucoup de psys. Et dans la vingtaine, il y a un psy qui m'a orientée vers la psychogénéalogie. Donc, il fallait que j'aille poser des questions à ma mère. Ma mère, elle était contente parce qu'elle avait l'impression que j'essayais de la comprendre. Donc, elle-même, elle avait fait des recherches, donc elle a pu me raconter pas mal d'histoires sur notamment les femmes de la famille. C'était son truc. Elle disait qu'il y avait une malédiction sur les femmes de la famille et qui avait été jetée par une gitane à mon arrière-grand-mère. Et donc, les femmes de ma famille vivent des amours déçus avec des hommes pas à la hauteur. Et puis, elle a cassé le cycle en ne subissant pas sa relation et en étant libre. Bon, moi, ça m'a un peu pesé, cette malédiction. Ça m'a même encombrée et ça n'a pas rangé la relation avec ma mère. Ce que j'ai pu comprendre un peu quand même, malgré tout, c'est qu'elle avait eu une mère qui lui avait donné ce que j'appellerais un amour froid. Et que peut-être ça expliqué ce qui se passait entre nous. En tout cas, moi, je m'étais dit que jamais j'abandonnerais mes enfants. Je suis devenue mère à 28 ans, au même âge que ma mère. Quand j'ai appris que j'attendais une fille, j'étais enceinte de 7 mois, j'étais persuadée d'être enceinte d'un garçon. Puis moi, j'avais toujours vécu avec des garçons, avec mes frères, avec mon père. L'amour maternel, franchement, je connaissais pas trop. Et je me rappelle un moment de déception en me disant que je n'allais pas savoir faire avec les filles. Et puis j'ai eu ma fille et en fait, c'était simple. Enfin, je sais pas, l'amour était là, c'était limpide. Je me sentais proche d'elle.
j'avais envie d'être avec elle. Enfin, c'était simple. Aux 3 ans de ma fille, on s'est séparés avec le papa. Et on se séparait en bons termes. On a fait une garde alternée. Et 1 an après, on m'a proposé un travail que je ne pouvais pas rater et qui était à 800 km de là. Tout m'encourageait à partir. Mais le père de ma fille me soutenait là-dedans. Mais il m'a dit qu'il aimerait garder notre fille pendant 1 an pour, il m'a dit, consolider son rôle de père. Moi, en fait, cette demande, c'était très compliqué pour moi à vivre. J'avais peur que l'histoire se répète. J'allais encore, moi, comme ma mère, privilégier ma vie professionnelle et sociale et laisser derrière moi mon enfant. Pourtant, je suis partie. Et pendant 1 an, je l'ai vue quand même assez régulièrement, mais c'était une année très difficile. Quand elle a eu donc 5 ans, elle est venue vivre avec moi. Et j'ai retrouvé, comment dire, j'avais pu avoir des doutes sur ma capacité à être mère, je crois, pendant ce moment-là. Et puis, les choses se sont redéroulées de façon assez limpide avec elle. Et j'avais l'impression que elle était bien avec sa maman. Et puis 1 an après, son papa a demandé à ce qu'on fasse une garde alternée, 2 ans chez lui, 2 ans chez moi, à 800 km d'écart. C'est pas un objet qu'on trimballe, notre fille. Je pouvais pas accepter que ça se fasse comme ça. Et il fallait bien qu'elle vive quelque part. Je comprenais son désarroi à lui, mais c'était pas possible de faire comme ça. J'aurais voulu qu'on en parle. Mais en fait... tout d'un coup, ça s'est sorti de beaucoup de critiques sur ma personne, et notamment en tant que mère. Et donc, j'ai saisi un juge pour avoir une décision extérieure. Là, on est entré dans un tunnel pendant 2 ans de jugement. Alors, de jugement dans tous les sens du terme. Lui, beaucoup de jugements. En fait, j'avais fait rentrer le loup dans la bergerie et tout était source d'accusation sur tout ce que j'étais. Et jugement, parce qu'on a vécu 3 jugements successifs, dans lesquels à chaque fois, il y avait des dossiers à charge sur moi. Dans le premier jugement, j'ai obtenu la garde de ma fille et le deuxième jugement lui a donné la garde. Donc, ma fille devait repartir à 800 km. Bon, moi, j'étais effondrée. L'histoire se répétait. Je ne vous ai pas dit la cerise sur le gâteau, c'était que ce jugement est tombé aux 8 ans, l'été des 8 ans de ma fille. Je ne pouvais pas ne pas faire le lien avec l'été, moi, de mes 8 ans. J'ai fait appel de cette décision. Il y a eu une date donnée 40 jours plus tard. J'ai traversé le désert. J'ai beaucoup réfléchi à... Enfin, j'étais en colère, en fait. J'étais en colère contre mes parents, notamment de toute cette histoire non résolue que je revivais, en fait, malgré moi. Les circonstances s'amoncelaient comme ça pour que je revive la même chose. Comment dire... ça m'avait fait vivre en vivant tout ça comme ma mère. En fait, j'étais partie vers quelque chose. J'étais partie pour mon épanouissement, comme ma mère. Donc, je pouvais comprendre ça. Mais elle, en me laissant, elle me condamnait à moi aussi. On aurait dit laisser ma fille. Lors du 3e jugement, en appel, on m'a restitué la garde de ma fille. Ma fille n'a pas eu le temps de repartir. Depuis, je vis toujours avec elle. Elle a 17 ans. Je peux voir que je peux constater, en fait, en tout cas, j'ai plus peur d'être une mauvaise mère. En fait, je vois que tout simplement,
En fait, je suis là pour elle, je suis disponible. Je l'écoute, je m'adapte. Et finalement, en fait, je suis pas une mère abandonnique. Je suis pas une mère... Je suis pas maudite. Et je suis pas non plus parfaite. Les critiques et les accusations du père de ma fille n'ont pas arrêté. Ça fait 10 ans que je reçois des mails horribles, pourris, où tout est objet de reproches, toute décision à prendre est insupportable. Mais j'ai appris, en fait, dans tout ça, à arrêter de chercher à comprendre, à arrêter de répondre, à arrêter de douter. Et j'ai aussi appris à me protéger. Ma mère, dans toute cette histoire, n'a jamais été très claire dans son positionnement. Trop d'enjeux, je crois, pour elle. Trop compliqué d'être soutenante. Dernièrement, quelques mois, elle est allée chez le père de ma fille pour voir ma fille, sans m'en parler. Et quand j'ai appris ça, je me suis dit que je ne pouvais plus en fait être en lien avec ma mère. Ça paraissait logique. Si je lui parlais, je nourrissais la bergerie qui allait se jeter dans la gueule du loup. Et je ne pouvais pas me retrouver dans une position comme ça encore insécure. J'ai essayé de lui réexpliquer par texto. Et là, tout était écrit. Et c'est pas que j'avais mal expliqué ou qu'elle avait mal compris ou qu'il y a quelque chose qui m'échappait. En fait, non, je pouvais pas m'y dérober. En fait, ma mère ne voulait pas respecter cette limite. Donc, c'est la première fois que je fais... Il y a eu beaucoup de rupture de lien pendant un temps avec ma mère, mais là, c'est la première fois que je fais une rupture pragmatique, logique, presque sans colère. Elle peut pas respecter mes limites, je peux pas lui parler. Évidemment, ça me touche, mais en fait, je m'offre... En fait, cette soirée, c'est sur les ruptures familiales. Et finalement, la rupture, pour moi, pendant longtemps, je crois que c'était un échec et qu'il fallait surtout tout éviter, tout expliquer pour l'éviter. Et là, cette rupture, c'est un chemin de liberté, en fait, qui s'ouvre. Ça me permet de me mettre à l'abri des émotions que j'ai pas envie de vivre. Et là, je pense à ma fille. Et je me dis que j'aimerais bien que ma fille ne mette pas autant de temps que moi pour réaliser ça. Et j'aimerais bien que ma fille ne se plie pas en 4 pour être en relation avec moi parce que je suis sa mère. J'aimerais bien que ma fille ne se plie pas en 4, d'ailleurs, pour personne, en fait. J'aimerais juste qu'elle puisse prendre acte de ce qui est, que je ferai partie des personnes qui lui font du bien longtemps. Merci. C'est Jérôme qui va prendre la parole maintenant. Jérôme est fils, frère, père, tissé de tous ces liens qui nourrissent, autant que parfois ils étouffent. Et il ose conjurer le silence des repas de famille pour livrer cette vérité que nous avons tous au bord du cœur, au bord des lèvres parfois, et à laquelle, rarement, trop rarement, nous frayons un passage. C'est marrant parce que tout à l'heure, en fait, j'arrivais et puis je croisais un vieil ami de ma famille, Jean-Pierre. Et puis, il me dit, qu'est-ce que tu fais là ? J'étais un petit peu en retard. Je lui dis, non, mais je dois monter sur scène, en fait, pour un podcast, pour parler de ma famille. Il me dit, oh, mais ta famille ! C'est vrai que ta famille, elle est exceptionnelle, ta famille. Et puis ton père, le syndicaliste, là, qu'on voit partout. Et ta mère, toujours avec son vélo, là. Oh, et ta sœur, là. Elle a travaillé chez nous, qu'est-ce qu'elle est joyeuse. Elle apporte la vie partout où elle passe. Et la petite dernière, je sais plus où elle est. Oh, je crois que c'est l'enfant caché, elle est partie loin, elle. Et puis toi, le musicien, qu'est-ce que vous faites, une belle famille. Je me suis dit, c'est vrai qu'on a une belle famille, mes parents m'ont toujours aimé, je n'ai manqué de rien, mais je me suis toujours senti un petit peu bizarre dans ma famille.
Tout petit, je voyais que, notamment ma grande sœur, tout lui réussissait. Les gens l'aimaient bien. Et moi, je me trouvais souvent à côté. Je faisais des colères. Et je me sentais pas... Je comprenais pas toutes les règles du monde. Mais bon, je me disais, c'est moi. Alors, je disais rien. Et puis, la vie est passée. Et puis, arrivé plus grand, je souffrais quand même des fois notamment mon papa qui, je trouvais, qu'il était un petit peu dur avec ma maman qui faisait un petit peu tout à la maison. Et puis lui, il était pas là et souvent il était énervé. Il s'énervait pour des broutilles dans les repas de famille. Et j'ai pas de souvenir de Noël heureux. Il s'énervait pour une fourchette mal mise, une porte de placard qui était mal mise. Et ça me heurtait, en fait. Je voyais bien qu'il était pas bien. Et souvent, ces remarques-là étaient adressées à ma mère. Et lui, il avait un petit peu le savoir. Il était très érudit. Donc, et souvent, il disait à ma mère qu'elle savait pas, qu'elle n'avait pas lu tel article, telle chose, qu'elle connaissait pas l'Ouest France, quel article. Et même, moi, ça me faisait mal parce que je voyais que ma maman, elle avait tout préparé le repas. Bon, et je suis allé les voir vers mes 30 ans, suite d'une thérapie. Et pour lui dire, voilà, moi, c'est un peu dur pour moi, quoi. Et puis ils m'ont dit, ah, c'est comme ça. Et puis mes sœurs m'ont dit, mais non, mais c'est comme ça, la famille, elle est bien, on a une bonne famille, c'est toi, c'est... Moi, je suis d'accord, donc je me suis tu. Je dis, c'est à moi de... Et quand ma femme est rentrée dans ma famille, elle a été surprise de la violence de mon père. Elle m'a dit, elle avait jamais vu ça de sa vie. Et pareil, je lui ai dit, non, mais ça va, mon père, il est sympa. Et c'est vrai qu'il est très sympa, mon père. Mais c'est que des fois, dans les repas de famille, surtout, en fait, c'est les repas de famille où c'est dur. Et en tout cas, c'est dur pour moi. Un jour, moi, c'était toujours vers les 30 ans, en fait, c'est une époque un peu pour moi de rupture. J'avais été victime de violences sexuelles par notre voisin, notre parrain. C'était l'ami de la famille, celui qui est toujours sympa, qui venait même au repas de Noël. Tout le monde l'aimait bien. Et à 30 ans, j'ai plein de choses qui me sont revenues d'un seul coup. Et donc, je suis allé voir mes parents pour leur dire, voilà, le voisin, Bertrand, voilà, il m'a fait des trucs, quoi. Alors, à l'époque, je savais pas trop nommer parce que déjà, j'avais jamais eu d'expérience sexuelle à 30 ans. Donc, je savais pas nommer les choses. Je savais pas. Donc, j'ai dit inceste. Voilà. Ils m'ont dit, ah non, c'est pas un inceste parce que inceste, c'est au sein de la famille. Alors, voilà, et la discussion s'est arrêtée là. C'est vrai que j'ai regardé dans le dictionnaire, c'était vrai. Mais en fait, ça me convenait pas non plus parce qu'en fait, moi, je voyais que je souffrais, en fait. Et puis, je voyais que ça faisait écho à d'autres gens. Je me disais, voilà, j'ai rien dit, quoi. Et puis plus tard, moi, je me rendais compte que c'est vrai que c'était un inceste, mais c'était aussi une fellation. Après, je crois même depuis 2021, ça s'appelle un viol. Voilà. Donc, et je me dis, mais c'est quand même... on n'en parle pas. Alors, et moi, en plus, c'est le voisin. Donc, dès que je vais voir mes parents, en gros, je le vois pas, mais c'est des souvenirs, quoi. Donc, ça me fait toujours... Et j'en ai jamais parlé, quoi. Enfin, en tout cas, pas à mes parents. Voilà, ça a continué. Je parlais en repas de famille de moins en moins, en fait. Et puis, je voyais, en fait, depuis tout petit aussi que des fois, je disais des choses comme ça. Moi, j'étais hypersensible dès qu'il y avait un petit truc. Je le prenais de plein fouet. Je voyais bien qu'il passait à autre chose. Il y avait plein de nourriture qui passait. Mais moi, je restais bloqué sur des émotions, sur, par exemple, quand il y en a qui se grognaient, quand mon père il faisait ci, quand il y avait des gros mots, des injures, on passait vite à autre chose. Mais moi, j'arrivais pas, quoi. Et je me sentais vraiment... Je sais que j'avais des petits soucis de communication dans les relations et même au sein de ma famille. Et un jour, j'ai fait un burn-out. Il y a 2 ans, c'est pas si vieux. Et je bougeais plus, là. Ça m'arrivait souvent, mais là, vraiment, je bougeais plus du lit, je dormais plus, je devenais presque fou, en fait. J'ai cru à la folie. J'avais plus goût à vivre. Heureusement que j'avais ma femme et mes enfants qui m'ont soutenu parce que j'y croyais plus, en fait. Et je pensais que c'était le travail, mais je me rendais compte que j'aime mon travail. Je dis, c'est moi, je suis un peu bizarre. J'avais pas de réponse et ça faisait quand même pas mal d'années que je cherchais des réponses. Et à force justement d'aller voir des thérapeutes, d'écouter des podcasts, de lire des livres, je dis, en fait, j'ai le trouble du spectre autistique. Et pour moi, révélation, j'avais enfin une clé et je pouvais m'identifier à des gens, dire, ouais, c'est ça mon problème, enfin mes difficultés, parce que ça avait ça aussi des avantages. Donc j'étais content. C'était il y a 1 an. Content. Enfin, ça me faisait du bien. Donc évidemment, j'étais fier d'annoncer ça à ma famille. Et j'ai bien vu que ça fait un peu un flop. Voilà. Et je voyais bien qu'ils n'étaient pas forts. Alors je ne l'ai pas forcément dit dans les meilleurs. J'étais tellement en plein d'émotions et j'ai l'impression qu'on n'en a jamais reparlé depuis. Et je me dis, je pensais qu'on allait en parler, on allait se dire, surtout que l'autisme, pour au moins 80%, c'est génétique. Donc, et puis en plus, pour moi, ça expliquait beaucoup de choses. Des comportements dans notre famille où je vois bien les émotions et tout ce qui est les relations sont compliquées.
Et donc, je me suis tu encore. Et il y a eu un repas de famille où ben, je parlais plus, en fait. Et même, je disais à ma copine, je parle plus. Elle m'a dit, mais j'ai l'impression que tu vas disparaître. Et à un repas de famille, je me suis effondré, pas devant eux, même si je parlais plus, mais je suis allé pleurer plusieurs fois C'était toujours le même repas de famille, il y avait rien de nouveau, mais cette fois-là, c'était trop dur pour moi. Je suis allé pleurer plusieurs fois, et à la fin, avec mes enfants, je me suis effondré dans la voiture. Et pendant 3 jours, je suis resté dans mon lit. C'est une crise autistique, je bougeais plus rien. Et là, je me suis dit, il faut que je vais faire quelque chose, en fait. Je me suis dit, déjà, je me suis dit, les repas de famille, je vais arrêter là, parce que c'est trop dur, vraiment trop dur pour moi, même si j'avais rien à reprocher. Et je me suis dit, je vais leur parler, en fait. Déjà, moi, j'avais parlé à beaucoup de thérapeutes, et même l'indiagnostic autisme, c'est quelque chose d'assez lourd. On remue lourd, engageant, parce qu'on remue le passé. Donc, en fait, j'avais pas trop peur, moi, de dire les choses. Donc, je me suis dit, je vais leur parler. Alors, je vais voir mes parents, j'ai dit, papa, voilà, je vois que tu souffres, parce que je vois bien que mon père, il souffre. Papa, je vois que tu souffres depuis toutes ces années, je sais que tu n'as pas eu de père, tu as eu une enfance difficile, tu t'es tu toute ta vie, tu as essayé de te battre, tu t'es battu pour des valeurs, je vois bien, tu es quelqu'un de très honorable, mais ton comportement à la maison, depuis toutes ces années, ça me fait très mal et j'aimerais bien qu'on en parle. Je dis à ma maman, maman, tu es une très bonne mère, tu as soutenu ta famille, tu as soutenu ton mari, tu t'es jamais opposé à lui, et c'est très très bien. Tu as cette possibilité, cette capacité même à passer d'une émotion à l'autre, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des choses dures. Toi, tu passes, tu vis, tu es vraiment dans l'instant présent, comme on peut dire, et c'est une force que tu as. Mais moi, je peux pas, j'ai besoin de discuter, maman, du passé. Et j'ai essayé plusieurs fois de t'en parler, et je vois que tu veux pas. Mais moi, j'ai vraiment besoin, donc j'ai besoin qu'on parle. Je suis allé voir ma grande sœur aussi, c'est ma sœur avec laquelle on a été très 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 fusionnels. Et vers les 30 ans, on avait eu un projet, on faisait de la musique ensemble, on se racontait beaucoup de choses, et donc on se confiait beaucoup de choses. Et donc c'était il y a à peu près 17 ans où elle avait vécu des choses assez dures dans son couple, donc elle s'était beaucoup confiée à moi. Et moi, ça m'avait complètement submergé, en fait, des fois, de ce qu'elle pouvait me dire, de sa souffrance, ça m'avait submergé. Mais j'y repense presque encore en cauchemar, ça m'avait envahi, alors qu'elle, elle est passée, elle est toujours avec son amoureux que j'aime profondément aussi, mais c'est juste que moi, je suis resté sur cette souffrance-là parce qu'elle était dure et parce qu'on ne l'a jamais nommée. J'ai jamais pu en parler avec elle, parce qu'elle elle est un peu comme ma maman, mais les choses durent, hop, et puis elle continue, puis on avance, et moi, je suis resté bloqué là, donc c'était dur, quoi. Et ma petite sœur, aussi, ma petite sœur, je pense qu'elle a eu des difficultés aussi dans la famille, elle s'est souvent sentie à part, parce que j'étais très fusionnel avec mon autre sœur. Et elle a décidé c'était trop dur pour elle, elle est partie, en fait. Physiquement, elle est partie pendant des années à l'étranger. Mais c'est parce qu'il y avait trop de souffrance, elle ne pouvait pas être dans notre famille. Et pareil, on n'en a jamais parlé. Et puis, à un moment donné, je crois que c'était mon père qui avait dit, c'est à elle de s'adapter, puis on continue, quoi. Et moi, j'ai eu ce comportement-là aussi. Je me disais, oui, et on me disait, elle est chiante, en fait. Et même, on la définissait comme ça, elle est chiante. Et elle-même encore, elle se définit, elle était chiante, quoi. Alors, je pense pas qu'elle était chiante. Elle est comme nous, elle est comme chacun. Elle a juste elle était différente, mais comme moi, je me sens différent. Et je m'excuse un petit peu auprès d'elle. Et avec mes sœurs, en fait, donc, pareil, de ça, on n'en a jamais parlé dans la famille, de ce qu'elle a pu ressentir, même si c'est la faute de personne. Et avec mes sœurs, toujours, en fait, il y a ces choses qui sont pas dites, ou moi qui me pèsent, en fait, et je sens qu'elles ont aussi une colère contre moi, parce que des fois, moi, des fois, je dis les choses un petit peu cash, je dis ce que je ressens, et puis je les embête sur des choses qui sont passées, et des fois, je vois bien, moi aussi, que mon comportement les gêne. Mais des fois, je trouve, en tout cas pour moi, elle me dit les choses durement, et moi, j'ai du mal, en fait, j'ai besoin qu'on me parle juste gentiment, et puis qu'on m'explique, parce que je peux entendre, mais quand on me grogne dessus ou des choses comme ça, ça me fait un mal terrible, en fait. Après, pendant des nuits et des nuits, je dors pas. Donc, j'ai effectivement coupé en tout cas, j'ai dit à mes parents que je ne souhaitais plus venir au repas de famille, donc ça, évidemment, ça a créé de la discussion, mais malgré ça, j'aurais quand même proposé qu'on fasse une thérapie. Et déjà, moi, j'avais fait quand même pas mal de thérapies différentes. Donc, moi, c'était un lieu sécurisant parce que je savais que c'était un endroit où je pouvais parler. Et ils ont accepté. Donc, je suis vraiment, vraiment content parce que tous m'avaient dit qu'ils ne voulaient pas aller voir de psy, qu'ils ne voulaient pas remuer le passé, qu'ils voulaient voir personne.
ce que j'entendais, je pouvais pas les obliger, mais en tout cas la thérapie ils ont accepté. Donc on est là-dedans en fait. Donc pour moi c'est un soulagement parce qu'on parle déjà, chacun son tour parle. Donc moi aussi j'ai ma place en fait, j'ai retrouvé ma place en fait. Je me sens revivre. Parce que je peux dire aussi, on a tous le droit de parler. Alors on est au début, hein, mais je sens que ça permet de libérer des choses. Je ne sais pas où ça va nous mener, mais en tout cas, déjà moi ça m'apaise parce que je vois que dans tous les conflits, je pense que la plus importante des choses, c'est déjà de s'apaiser soi-même, pardon. Et voilà, ça nous donne des billes parce qu'on nous donne des billes, et je pense que ça peut instaurer un cadre rassurant dans nos relations. Voilà. En tout cas, donc si je suis là ce soir, c'est parce que c'est aussi parce que la parole, moi, c'est grâce à la parole, c'est grâce à des podcasts, c'est parce que j'ai entendu des gens différents qui m'ont raconté, auxquels je me suis identifié, que je me suis dit, tiens, je vais venir aussi raconter mon histoire, parce que je pense que c'est bien de parler, en fait, que c'est bien de raconter, c'est bien de dire, c'est bien d'entendre. Et je pense que vous tous ici, vous avez tous des petites choses que vous auriez aimé dire à votre père, à votre mère, à votre enfant, à votre fille, à votre sœur jumelle, à plein de gens qui font vos vies, puis des fois, on les a tués. En tout cas, moi, je pense on dit souvent que la vérité peut blesser, effectivement, la vérité peut blesser, mais je pense que le silence ou les non-dits, ça peut blesser encore plus. Merci. La quatrième porteuse d'histoire, c'est Clara. Clara est prédestinée à la clarté. Mais voir clair demande de discerner à travers les ténèbres. Et parler clair demande d'oser dialoguer avec son ombre. Clara, c'est une voix à travers la nuit, de l'oubli, de nos souvenirs d'enfants. Je prends la parole devant vous ce soir, alors que ce serait probablement toi qui aurais le plus de choses à dire et à raconter. Mais je suis l'aînée. Et c'est toujours comme ça qu'on a fonctionné, toi et moi. Tu penses et je dis. Tu vois et j'exprime. Tu me souffles à l'oreille et moi je raconte. Jusqu'à mes 6 ans, j'ai été fille unique. Et pendant des années, j'ai réclamé avoir une petite sœur. Alors quand enfin tu es arrivée, tu as illuminé ma vie. Un bonheur incroyable. Un bonheur partagé par toute la famille. Mon père était fou de toi. Papa était fou de toi. Il te regardait avec une tendresse infinie, beaucoup d'amour, et tu étais son portrait craché. Il était très fier. Et maman, elle voyait en toi les traits de l'homme qu'elle aime, l'homme de sa vie. Tu étais une petite fille attendue, vive, joyeuse, espiègle, désirée. Mais très vite, les choses se sont compliquées. Déjà, tu ne faisais pas tes nuits, tu criais beaucoup, tu faisais de grosses colères petites. Et puis, en grandissant, la lumière qui te caractérisait a laissé place, doucement, progressivement, à un peu d'ombre. Tantôt, tu arborais un sourire lumineux, harmonieux, et tantôt, au contraire, tu avais un visage fermé, sombre. Tantôt, tu nous faisais rire, tu faisais le clown, tu avais une répartie époustouflante pour ton âge. Et tantôt, au contraire, tu nous assénais de propos durs, violents, acerbes. Tu savais appuyer là où ça faisait mal. Petit à petit, cette lumière, justement, elle a fini par s'éteindre. Elle a laissé place à l'ombre, d'abord un petit peu, puis beaucoup, puis complètement. Peut-être même définitivement, on s'est dit. Le soleil s'est couché. Et à ce moment-là, tu es devenue ce qu'on appelle une enfant à problème. L'enfant à problème de la famille, celle autour de laquelle tous les conflits s'articulent, celle qui est l'origine des conflits, des disputes lors des repas. Et à ce moment-là, moi, j'ai eu l'impression de te perdre. Notre lien, il est resté solide, certes, mais malgré tout, je te voyais t'enfoncer dans des abysses sans pouvoir te retenir. À un moment donné, tu as décidé d'arrêter d'appeler les parents papa et maman. Tu t'es mise à les appeler par leur prénom, comme pour les remettre à distance, toujours plus. Je te voyais t'enfoncer, donc, sans pouvoir te rattraper, et pourtant, tu as vu des médecins, tu as été suivie très jeune, très tôt, très longtemps.
Tu as vu des médecins, tu as vu des professionnels de santé compétents, attentifs, mais rien n'y faisait. Tu perds des pieds et on n'arrivait pas à te rattraper. Et puis au bout d'un moment, je crois que j'ai un peu laissé tomber. J'ai presque commencé à faire mon deuil. Je me suis dit que c'était fichu. Et à ce moment-là, j'ai été prise d'une peur viscérale, c'est celle de sombrer, moi aussi. J'ai eu peur que tu m'entraînes dans ta chute. Et puis au bout d'un certain temps, c'est arrivé, peut-être à force de te voir souffrir, je me suis dit, eh bien, doucement mais sûrement, moi aussi, j'ai sombré. Et à ce moment-là, je me suis fait accompagner à mon tour. La première partie de mon suivi a duré 2 ans. Et à l'issue de ces 2 ans, il s'est passé quelque chose de déterminant qui a tout changé. Parce qu'à l'issue de ces 2 ans, brutalement, la mémoire m'est revenue. Brutalement, je me suis rappelée, d'abord d'une chose, d'un souvenir, que quand j'avais 9 ans, et toi 3 ans, lors d'une sortie scolaire, les parents m'avaient confié une gourde en thermos en verre et m'avaient demandé de le garder intact à la fin de la journée. Sauf qu'à 9 ans, c'est l'âge auquel on joue au foot avec son sac à dos, par exemple. C'est un âge auquel on court, on saute, on est plein de joie, on s'amuse. C'est ce que j'ai fait. Et le soir, en rentrant à la maison, en ouvrant mon sac, j'ai constaté ma bêtise, à savoir que je n'avais absolument pas pris soin de cet objet, sans valeur aucune, mais très fragile. Et donc, il avait explosé en 1000 morceaux dans mon sac. Et là, prise de panique, je t'ai accusée. Je t'ai accusée parce que, à 3 ans, pour moi, il était normal de commettre des maladresses et des erreurs, et ça, les adultes le comprendraient très bien. Les parents le sauraient. Moi, en revanche, à 9 ans, ça faisait longtemps que je n'avais plus le droit à l'erreur. Plus le droit de faire de fautes, plus le droit de faire de bêtises, j'étais l'aînée. Donc, je devais prendre mes responsabilités, montrer l'exemple, et sur ce coup-là, ne pas avoir respecté ma promesse, je risquais gros. Je t'ai accusé, donc, sûre de mon plan, toi protégée par ton âge, moi par mon mensonge, le plan idéal. Mais rien ne s'est passé comme prévu. À la place, tu as été punie, sévèrement punie, et sous mes yeux. Sous mes yeux, tu as pris les coups, la colère, les cris, les insultes. Sous mes yeux, tu as été punie pour une erreur que moi j'avais commise et dont toi tu n'avais pas conscience. Et à ce moment-là, pour moi, le temps s'est comme suspendu. Tout s'est arrêté. Ma mémoire a cessé de fonctionner, je crois. Peut-être pour ne plus souffrir. Mais quoi qu'il en soit, cet instant est resté suspendu et j'ai oublié. En tout cas, jusqu'à ce que la mémoire me revienne 20 ans plus tard. Et ce premier souvenir, il est anecdotique comparé à ce qui a suivi derrière. Puisque derrière, de jour en jour, semaine, de mois en mois, ce sont des dizaines, des centaines, peut-être des milliers de souvenirs qui me sont revenus à la mémoire comme une éruption. Et chacun étant plus violent que le précédent, chaque image, chaque parole, chaque son, me faisant l'effet d'une chute de 10 étages qui me laissait sans voix, le souffle coupé. Je me suis souvenu de l'angoisse que c'était de rentrer de l'école à la maison, de l'angoisse que c'était d'entendre dans l'escalier le bruit des pas qui tambourinaient les marches, de colère déjà, sans savoir laquelle de nos 2 portes de chambre allait s'ouvrir brutalement et sur laquelle des 2 ça allait tomber. Je me suis souvenu de la douleur d'entendre ta porte s'ouvrir, d'entendre tes cris, d'entendre tes pleurs inconsolables, les pleurs de ma petite sœur, mal aimée. Je me suis rappelé du soulagement que c'était quand c'était ma porte qui s'ouvrait. Parce que bien que terrorisée, eh bien, j'étais soulagée de savoir que ce serait pas toi, pas cette fois-ci. Je me suis rappelé des humiliations, je me suis rappelé des insultes, je me suis rappelé de la honte d'être comparée en permanence. Je me suis rappelé des moqueries. Tout ça m'est revenu à l'esprit.
Et je me suis souvenue d'autre chose encore. Je me suis rappelé que des années plus tard, quand on avait un peu grandi, tout ça, tu as voulu mettre des mots dessus. Tu as voulu m'en parler plusieurs fois. Mais je ne comprenais pas et peut-être pour ne pas souffrir, encore une fois, je n'avais pas accès à tout ça. Et à la place, je t'ai contredite. J'ai nié les faits. J'ai même pris la défense des parents. Non mais attends, tu fais du drama là. Tu dramatises toujours tout de toute façon. Tu prends tout personnellement, tu prends tout mal. Mais tu sais, les parents, ce qu'ils ont vécu, comparé à nous, c'est tellement pire. Nous, c'est rien. En plus, on a un toit au-dessus de la tête, on a à manger, on a des habits. Donc, estime-toi heureuse. Et là, j'ai compris. J'ai compris ta colère. J'ai compris la solitude par laquelle tu étais passée pendant toutes ces années. Tu étais la seule lucide dans la famille, la seule à voir les choses telles qu'elles étaient, la seule à être capable de mettre des mots dessus. J'ai compris la colère qui te rongeait, la frustration, j'ai compris la haine que tu me portais parfois. Et à ce moment-là, ma vie s'est effondrée. Toutes les fondations sur lesquelles je m'étais construite, tous les souvenirs qui composaient mon enfance, s'avéraient être faux ou biaisés. J'ai perdu pied, complètement. Mais dans ce qui a pour moi été un chaos total et absolu, pour toi, ça a été une renaissance, un soulagement. Parce que enfin, tu n'étais plus seule à voir. Enfin, on était deux. Et là, ta lumière est revenue. En fait, le soleil ne s'était pas couché, c'était une éclipse. Et à ce moment-là, les petites filles qu'on avait été ont pu se retrouver, se rencontrer à nouveau. Et bien que abîmées, elles se sont attelées ensemble à reconstituer le puzzle de leur vie et de leur enfance, chacune apportant les pièces et des souvenirs différents. C'est un puzzle qu'il fallait résoudre à deux. Et pour tout ça, je voudrais te remercier. Je voudrais te remercier parce que tu as été l'enfant difficile, l'enfant à problème de la famille. Et finalement, je crois que c'est ça, le rôle, le fardeau des enfants à problème, c'est d'être les seuls capables de mettre en lumière les parts d'ombre des familles et ce que les autres ne veulent ou ne peuvent pas voir. Alors merci d'avoir endossé ce rôle pour nous deux. Merci d'avoir attendu qu'un jour j'ouvre les yeux. Merci d'avoir gardé espoir qu'un jour ça arrive. Merci de m'avoir pardonné, de ne pas avoir vu, pas compris. Merci de toujours faire partie de ma vie aujourd'hui, de l'illuminer, comme tu l'as toujours fait d'ailleurs. Merci de m'avoir permise aussi de me confronter à ma propre part d'ombre. Merci de m'avoir permise d'arrêter de fuir. Merci de m'avoir permise d'y faire face, de m'arrêter, d'y faire face, de la contempler, une bonne fois pour toutes. Et merci de m'avoir fait comprendre une phrase dont tu n'es pas à l'origine, mais que pourtant tu incarnes mieux que personne, je trouve. C'est que là où il y a de la lumière, nécessairement il y a de l'ombre, mais là où il y a de l'ombre, nécessairement il y a de la lumière. Merci. Enfin, puisque c'est la dernière à monter sur scène, nous accueillons Lali. Lali, elle vient nous partager le combat de sa vie. Et son message, c'est de devenir qui l'on est, malgré les assignations à la naissance, les jugements contraires et l'emprise du destin. Lali, elle a traversé des galaxies pour nous raconter ce soir son histoire. Celle d'une femme qui se confronte à l'adversaire des origines. Je suis une Jedi. Je suis née il y a 28 ans sur une planète en guerre. Cette planète, c'était la planète de ma mère. Aujourd'hui, je ne l'appelle plus maman. Longtemps,
j'ai cru qu'elle était Dark Vador. Maintenant, j'aimerais vous raconter comment je suis passée de Padawan à Jedi. Épisode 1, la menace fantôme. J'ai grandi chez ma mère. Mes parents se sont séparés avant ma naissance. Quand mon père a appris que ma mère était enceinte, il est revenu sur sa planète. Avant de me rencontrer, mon père ne voulait pas avoir d'enfant. Il ne se sentait pas prêt, trop jeune. L'enfant que j'étais n'a pas réparé le couple de mes parents et mon père est reparti sur sa propre planète. Quand ma mère a refusé de faire 1 semaine sur 2 en garde alternée, mon père a saisi un avocat. Le palais de justice de Rennes, il l'a visité pendant plus de 12 ans. Mon enfance en 2 mots, silence et cri. Le silence, c'était le silence imposé par ma mère. Vous voyez Padma au début de la saga ? Moi, je portais des jupes Burberry, des chemisiers IKKS, je faisais de la danse classique et du piano. En somme, je devais ressembler à tous les autres enfants de mon école de centre-ville. Sauf que devant cette école, à la sortie, ma mère était la seule mère non blanche et presque la seule à travailler. D'ailleurs, le fait qu'elle ne soit pas blanche a été pendant longtemps l'un de ses plus grands secrets. La première fois que j'ai rencontré mes grands-parents maternels, j'avais 6 ans. Mon grand-père et ma grand-mère parlaient entre eux en arabe. Ma mère m'a dit « Tes grands-parents parlent anglais ». Alors, toute fière, je suis allée les voir. J'ai baragouiné les 2-3 mots d'anglais que j'avais appris à l'école, style cookie and orange juice. Mes grands-parents ne m'ont pas comprise. Et quand mon grand-père s'est installé sur son tapis pour faire sa prière, je me suis mise à faire une séance de gymnastique à côté de lui. Enfant, j'étais un garçon manqué. Manqué parce que ma mère aurait voulu un fils. Je me serais appelée Hugo ou Louis. Manqué également parce que je n'étais pas la fillette parfaite qu'elle souhaitait que je sois. Je trouvais toujours mes collants dans la cour de récréation. Le silence imposé par ma mère, c'était aussi quand on allait voir ses amis dans de beaux appartements. Elle me disait « Tais-toi, ne parle pas, ne réponds pas aux questions ». Elle leur demandait de l'argent et parfois on partait en vacances dans les résidences secondaires de ses amis. Les cris, c'était surtout les siens. « Tu es une merdeuse comme ton père, une salope comme ta belle-mère ». Ce ne sont pas les chocs des sabres laser, ce sont les bouteilles cachées dans le sac. Cling, cling, cling font les bouteilles, au rythme où clac, 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 ses talons heurtent le sol. Elle demande de l'argent à notre voisine d'en face, c'est ma grand-mère de cœur. Elle lui dit que c'est pour m'acheter à manger. Je mange mes carottes râpées et ma mère boit des grenadines dans la cuisine. Petit à petit, sa planète devient mon étoile noire. Épisode 2, l'Empire contre-attaque. J'ai 8 ans, je vis toujours sur la planète de ma mère. Souvent, la nuit, je fais des cauchemars. Le plus récurrent, je fugue de chez ma mère. Je demande de l'aide aux adultes que je croise dans la rue, mais chaque adulte à qui je demande de l'aide se transforme en zombie et s'ajoute à la cohorte des zombies qui me poursuivent. Je me réveille, je quitte mon lit pour rejoindre le sien. Il est vide et froid. J'ai froid. Quand elle rentre, elle me dit qu'elle était partie mettre de l'essence. Elle sent l'essence et la grenadine. La planète de mon père, pendant ce temps, est en fête. Ma petite sœur est née. Elle ressemble à un hérisson avec ses cheveux piqués sur la tête. Elle est née un dimanche et le dimanche, je rentre chez ma mère, de week-end chez mon père. Et quand je rentre, ma mère me dit « Ce n'est pas ta sœur, c'est la fille de l'autre salope. » Alors, la guerre entre mes 2 planètes s'intensifie. Les avocats de mon père et de ma mère prennent leur plus beau vaisseau. Moi, j'ai 10 ans. Les bouteilles font toujours cling, cling dans le sac, au rythme où ses talons heurtent le sol, clac, clac, clac.
J'ai 10 ans, pour la première fois, je raconte cette histoire à ma meilleure amie. C'est une histoire en cours. J'ai 10 ans et pour la première fois, je crie. Alors, j'embarque dans le vaisseau de l'avocat de mon père, direction la planète de l'impératrice. L'impératrice, c'est la juge aux affaires familiales. Elle dit « Tu vas vivre chez ton père ». Mais vous connaissez l'histoire. Un week-end sur 2 et la moitié des vacances, c'est le prologue de presque toutes les histoires de garde alternée. Je dois retourner chez ma mère le week-end et notre relation s'empire. Elle habite dans un appartement modeste. Le mur entre nos 2 chambres est très fin. Alors quand elle tambourine sur le mur en hurlant, dans ma chambre, je suis assourdie. Elle dit « Dis bonne nuit à ta nouvelle mère ». Elle dit « Je vais me suicider, ce sera de ta faute. Ce sera de ta faute, je vais me suicider ». Alors j'ai peur, je pleure beaucoup. J'ai l'impression que je vais tuer ma mère dans la vraie vie, mais je ne suis pas sûre d'avoir envie de devenir Luc. Ce ne sont pas les chocs des sabres laser, ce sont les bouteilles dans le sac. Cling, 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 les bouteilles ne sont plus cachées dans le sac. Au rythme où clac, 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 ses talons heurtent le sol. Les bouteilles ne sont plus cachées dans le sac. J'ai compris que l'odeur de l'essence, c'était l'odeur de l'alcool et que grenadine, dans la langue de la planète de ma mère, c'est kirkassi. Le soir, quand elle me ramène chez mon père, les fameux dimanches soirs, elle est ivre au volant, elle grille des feux, dévie la route. J'ai failli mourir. Alors je n'en peux plus. Je décide que je ne veux plus la voir, je ne veux plus aller chez elle. Quand elle vient me chercher, je fugue, comme dans mon rêve sans les zombies. Je fugue de la classe de technologie au collège, je fugue de mes entraînements de basket. Quand elle vient me chercher, elle me court après. Je cours. Parfois c'est l'hiver, il fait déjà nuit, je suis dans le noir, j'entends ses talons derrière moi, clac, 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 je me cache dans des jardins, je me cache dans des garages. Elle hurle « Attrapez-la !» Un jour, elle imprime ses doigts sur mon bras et mon chien s'interpose entre nous. Et je comprends que c'est fini. Mais là aussi, vous connaissez l'histoire. George Lucas n'a rien inventé de ce côté. L'Empire contre-attaque toujours. J'ai 13 ans. Je suis chez mon père. Le téléphone sonne. C'est le médiateur pénal. Il dit qu'il veut nous voir, mon père, ma mère et moi. Nous y allons. Quand je suis seule avec lui, il me dit « C'est ta maman ? Tu ne peux pas arrêter de voir ta maman. Tu es comme le renard dans Le Petit Prince. Il faut t'apprivoiser. » Heureusement, il a une stratégie imparable pour que je sois apprivoisée. À ce moment, ça fait 1 an que je n'ai pas vu ma mère, sentence 1 semaine chez elle. J'ai préparé mon sac, j'ai des livres et j'ai de la nourriture. Ration de survie pour tenir mon siège dans ma chambre. Évidemment, ça ne se passe pas bien, mais vous connaissez la chanson, les cris, les clignes des bouteilles. Ellipse, c'est l'été. Les vacances d'été durent 2 mois, 1 mois chez chaque parent. Moi, j'arrive chez ma mère, je n'ai plus de chambre. Elle l'a prêtée à un étudiant américain. Alors je dors dans un canapé à ses pieds. Un soir, elle invite l'un des professeurs de l'étudiant américain à dîner à la maison. Elle boit beaucoup, elle le drague, j'ai honte. Quand on va enfin se coucher, elle commence à me parler de sa vie sexuelle. Là, c'en est trop pour moi. Le lendemain matin, j'enjambe la fenêtre des toilettes. Je fugue à bord de mon vaisseau métro, Anatole Kennedy, je vais chez ma grand-mère. On revoit le médiateur pénal. Je dis à ma mère qu'elle a besoin de voir un ou une psychologue. Elle se lève, elle hurle, elle claque la porte. C'était il y a 14 ans. Je ne suis jamais retournée sur sa planète depuis. Épisode 3. Un nouvel espoir. J'ai créé ma propre planète. C'est une planète joyeuse,
Une planète queer, remplie d'amour, de musique et de livres. Les amours sont nombreux. Je vous fais une liste très rapide. Il y a mon père, ma belle-mère, mon frère, ma sœur, toute la famille du côté paternel, toute la famille du côté de ma belle-mère. J'ai eu l'avantage de gagner une autre famille, grands-parents, cousins, cousines, oncles, tantes, tout le package familial. J'ai mes amis qui sont ma famille choisie et j'ai ma copine. Longtemps, j'ai dit que je n'aurais jamais d'enfant parce que j'avais peur des débordements de ma mère, j'avais peur de l'alcool, j'avais peur des dettes, j'avais peur des cris. J'avais peur de ne pas savoir aimer l'enfant que je pourrais éventuellement avoir un jour. Maintenant, je suis professeure de littérature et parfois j'écris. J'ai appris à chercher derrière les hyperboles, derrière les silences, la vérité. Je ne trouve pas toujours la vérité, mais ce que j'ai appris dans cette odyssée de l'espace, c'est que Dark Vador est moins une fatalité qu'un être brisé. Merci. Bon alors, qu'est-ce que vous en avez pensé ? C'était trop bien. C'est touchant. C'est vrai que c'est un programme qui est original. Moi, c'est sûr que j'ai complètement adoré. Non, ça m'a vraiment ému. Bravo. J'ai beaucoup aimé. Orature. J'ai été hyper émue, très très touchée. Et j'ai aussi eu la surprise incroyable de voir quelqu'un que je connaissais sur scène et que je ne savais pas qui allait parler ce soir, avec qui on a partagé des moments de vie très forts. Et de voir le cheminement entre le moment où j'ai rencontré cette personne et la voir ce soir sur scène parler avec autant de clarté, de puissance, d'ancrage, de douceur et d'amour. J'étais en larmes et ça m'a aussi guéri quelque part à l'intérieur de voir ce miroir. Et ce que je trouvais très beau, c'est qu'il y avait vraiment de la place à l'émotion. C'était un texte qui venait du cœur, qui était personnel à chacun dans la manière de poser des mots, de raconter. Et qu'il y avait de l'espace pour le silence et pour l'émotion et que le public était en résonance avec ce silence et cette émotion-là. Et ça donnait beaucoup, beaucoup de puissance. C'est touchant, c'est super touchant. Que d'offrir sa vulnérabilité, ça nourrit, ça fait grandir, ça relie. Donc c'est forcément très utile. Et que ce que je disais à Ariane tout à l'heure, ça devrait être offert dans toutes les villes de France. Ariane fait un travail très, 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 très important et très fort. Et c'est pour moi, ça fait partie du cœur de chaque édition. C'est vrai que c'est un programme qui est original, qui nous ressente sur nos vies personnelles, sur notre vécu, qu'on parfois on oublie aussi. On est parfois identifié juste par notre métier ou par notre identité ou finalement nos relations sociales et pas oublier que dans toutes les familles, il peut y avoir des problèmes et encore une fois, profiter de la vie, c'est très important. Pour ma part, je dirais que j'ai adoré aussi. Oui. Moi, c'est sûr que j'ai complètement adoré et je pense que ce qui m'a touché le plus, c'est la douceur avec laquelle ils ont eu la capacité à pouvoir raconter des histoires aussi difficiles et à en ressortir en fait grandis. On les sent pas fragilisés. On sent que ça leur a apporté quelque chose dessus et on les sent plus forts. Donc c'est impressionnant, et je pense qu'ils peuvent être fiers. Ouais. Moi j'ai été impressionné par leur capacité à pouvoir le faire et c'était quelque chose qui était profond. On sentait qu'ils étaient émus, qu'ils étaient touchés et que malgré ça, ils arrivaient à pouvoir le faire sortir et qu'il y avait un besoin de le faire sortir. Ça avait l'air cathartique et j'ai trouvé que c'était beau dans son texte-là. Ouais, ça a l'air thérapeutique presque quoi. Le message de pouvoir aussi avoir une place pour livrer quelque chose de nous et de pouvoir aussi le dire à des gens proches à qui on n'a jamais osé le dire. Finalement, j'ai beaucoup aimé. Et puis chacun à son niveau amène les choses d'une manière plus théâtrale ou plus spontanée. Ça respecte la personnalité de chacun, c'est pas calibré. Non, ça m'a vraiment émue. Bravo. Alors c'est une singularité, mais qui te rappelle à l'uniformité de tout
chaque histoire, il peut y avoir des choses qui peuvent te rappeler à ta propre histoire et à l'histoire de plein de familles et de l'humanité, en fait, tu vois. Mais non, j'ai trouvé que c'était très singulier. Ça peut pas être difficile. On est des êtres uniques. On peut pas. On est obligé d'avoir une histoire singulière. Voilà. Pour moi, c'est clair. C'est vraiment bien. Orature est imaginé par Foi de Swag. Les porteurs d'histoire sont accompagnés par Ariane Vitou. À la coproduction, Sylvie Collet et Blanche Rabuteau. Antoine Stévignon est au son et au mix. Ce programme est produit par Précis Live Studio. À bientôt pour de nouvelles histoires. Orature.